Voilà, sur cette joyeuse musique, on est de retour avec Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose, Shlomi Lévy et Robert Larsonner. On parlait donc de cette mentalité positive, en fait, de cette réception positive du monde que l'on doit et que l'on devrait avoir, et qui nous touche dans tous les domaines de vie. On a parlé de l'école, du sport, et puis il y a également évidemment l'entreprise, notre travail au quotidien. On va tous les jours travailler, pour ceux qui ont la chance de pouvoir travailler, et parfois et souvent ça se passe mal. Il y a beaucoup de dépression au travail, beaucoup d'absentéisme qui est lié au fait qu'on a un mal-être au travail, et eh bien c'est la même chose, c'est la force du mental ici aussi. Comment est-ce qu'on peut gérer ce mal-être en entreprise? Oui, Shlomi, alors tu as tout à fait raison de dire qu'il y a beaucoup de souffrance au travail, alors que le travail devrait être une source d'épanouissement, et puis aussi d'expression d'une personne. Nous passons quand même beaucoup de temps à travailler, et il serait souhaitable en fait que nous y prenions également du plaisir. Voilà. Alors l'hypnose et l'auto-hypnose, alors j'insiste aussi sur cette notion d'auto-hypnose, va nous permettre, eh bien, d'acquérir de la motivation, de l'envie, parce que motivation, on pourrait traduire ça, pour faire simple, par de l'envie, et puis du plaisir à travailler pour chasser en fait bien des difficultés. Alors quand on parle d'auto-hypnose, au passage, je voudrais définir ce mot-là, c'est tout simplement une communication avec soi-même, communication intérieure avec soi-même. Alors on peut se parler tout haut si on veut, mais en fait il suffit de fermer les yeux et de se parler et de s'envoyer des images positives, s'envoyer ces vidéos positives, etc. Et du coup, nous allons programmer notre cerveau, en tout cas, nous allons mettre en action certaines structures du cerveau qui vont se mettre à fabriquer plus de dopamine, de sérotonine et d'ocytocine. Donc, communication avec soi-même, hypnose pour soi-même et par soi-même. Alors, on l'a dit, il y a beaucoup de stress au travail, d'ailleurs, ça touche tous les niveaux de la hiérarchie, depuis le niveau de base, je dirais, jusqu'à l'encadrement et ensuite par la direction, chacun ayant des contraintes, etc., et chacun ayant du mal à suivre. Surtout, peut-être en France, où nous avons malheureusement trop souvent des structures extrêmement verticales en termes d'échange au niveau du travail. Encore une fois, l'hypnose, c'est un mécanisme naturel. C'est pour ça que ça va être facile, une fois qu'on aura consulté quelqu'un qui est le maître de l'art, c'est-à-dire l'hypnopraticien, et une fois qu'on aura eu des indications de sa part, à mettre en route ces mécanismes-là. Alors l'intérêt du fait que ce soit un mécanisme naturel, c'est qu'on ne risque pas de surdosage. Et d'effets secondaires non plus, parce que l'organisme va réguler tout ça. Par exemple, je vais prendre un exemple tout simple, qui est la sérotonine. Lorsqu'on a un taux de sérotonine trop bas, eh bien, à ce moment-là, on déprime. Et donc, du coup, il va falloir augmenter, en quelque sorte, ce taux de sérotonine. Si on prend un médicament, on va prendre ce qu'on appelle un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, un médicament qui empêche la sérotonine de partir. Donc, du coup, son taux sera important au niveau des neurones, du cerveau, etc. Eh bien, il n'y a pas de risque. Il y a un risque avec les médicaments de ceci, de cela. Il faut régler, en quelque sorte. Mais avec le cerveau humain, c'est tout à fait naturel. Un autre exemple aussi, c'est le cortisol. Alors, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Eh bien, on sait par exemple que quelqu'un de déprimé, il a un taux de cortisol très élevé. Et quelqu'un qui fait un burn-out, donc un syndrome d'épuisement professionnel, lui, il a un taux de cortisol très bas. Alors, comment le doser? C'est pas simple. Eh bien, tout simplement, en le faisant de façon naturelle, puisque le cerveau, il sait réguler tout ça. Toutes les constantes biologiques, il sait gérer ça. Vous savez que nous avons, les uns ou les autres, le système immunitaire le plus sophistiqué qui existe. Il n'y a aucun laboratoire pharmaceutique au monde qui est capable de synthétiser les molécules que nous synthétisons. Et mieux que ça, non seulement nous les synthétisons, mais nous maintenons en fait les taux constants. Oui, c'est fascinant, et malheureusement, nous les sabotons aussi en prenant ces médicaments. Et voilà. Parce que finalement, on induit en erreur notre propre cerveau. Il y a quelque chose d'artificiel qui est là et qui a été mis en place, et malheureusement, il n'arrive pas à faire son travail naturellement. Oui, alors, effectivement, on va confier ça à la chimie, et la chimie, au passage, il ne faut pas en dire que
que du mal, hein. Loin de moi cette idée, puisque vous savez par exemple que si vous avez une infection, etc., on va vous prescrire des antibiotiques, par exemple, on va vous prescrire de la pénicilline. Hein. Avant l'arrivée de la pénicilline, donc cette molécule chimique, eh bien, des gens qui mouraient d'une simple infection dentaire. Hein. Donc oui, vivent tout ça, mais il ne faut pas que la chimie se substitue à tout. Et on peut donner un coup de main à un moment donné, passer une étape, et ensuite il faut reprendre le contrôle en fait, du système, et le contrôle du système, le contrôle du cerveau. Voilà ce que nous proposons avec l'hypnose et l'auto-hypnose. Voilà, mécanisme naturel, apprendre à travailler avec son esprit et son esprit inconscient. Que ce soit à l'école, au travail, au sport, etc. C'est tout à fait naturel. Je crois qu'il faut insister sur cette notion-là. Le naturel, nous l'avons perdu. Il s'agit de le retrouver. Voilà. Il s'agit de le retrouver. Et donc, pour le retrouver, il faut apprendre à parler à son inconscient. Et on arrive à le faire de manière assez extraordinaire en hypnose. Voilà, je dirais que c'est la spécialité de l'hypnose que de parler à l'inconscient. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de neurosciences. Hein. Je lis régulièrement des petits articles dans des quotidiens, dans des hebdomadaires, etc. On s'intéresse beaucoup au fonctionnement du cerveau. Mais les neurosciences, en fait, elles disent comment notre cerveau fonctionne. Voilà. Et l'hypnose, l'auto-hypnose et d'autres disciplines. D'ailleurs, il faut penser, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la méditation, il faut penser à la psychologie positive. Et bien, toutes ces disciplines, et dont l'hypnose, elles nous disent comment agir. Voilà. Comment agir sur le cerveau. Quoi. Comment faire notre ménage, en quelque sorte, enlever tout ce qui nous pollue et mettre à la place eh bien, de belles choses. Et on sait aujourd'hui comment tout ça fonctionne au travers, comme j'ai dit à plusieurs reprises, des hormones et puis des neurotransmetteurs. Je voudrais donner un autre exemple. Alors c'est vrai qu'on est un petit peu loin de l'entreprise, mais puisqu'on a parlé des enfants tout à l'heure, il y a une molécule qui est vraiment très intéressante, c'est l'ocytocine. On imaginez par exemple des parents qui tiennent un enfant dans les bras et qui lui font un câlin, un petit câlin de l'enfant. Ils donnent du bonheur à l'enfant, mais ils se donnent du bonheur aussi. Et ce bonheur-là, c'est l'ocytocine, c'est l'hormone de la tendresse, en fait. Je parlais des parents, mais je pourrais parler aussi des grands-parents qui retrouvent leurs petits-enfants, etc. Et donc, les petits-enfants, c'est vrai qu'on a envie de les rendre heureux, on a envie de les chouchouter, mais ce qu'il faut savoir, c'est que par un effet boomerang, mais là, un très bel effet de boomerang, en fait, eh bien, on reçoit du bonheur de leur part. On en donne et on en reçoit. C'est ça, en fait, l'idée. À chaque fois que vous donnez du bonheur à quelqu'un, c'est un peu magique, mais vous en recevez. Alors, il faudrait aussi apprendre à se donner du bonheur à soi-même. Voilà. Et c'est ça l'objet de cette émission aujourd'hui. Voilà. Oui, alors voilà, je vais enchaîner sur cette petite question, très petite question. Comment se donner du bonheur à soi-même? Tout d'abord, c'est d'être conscient, de prendre conscience de soi, prendre conscience des autres et prendre conscience de ce qui nous entoure. Et alors, la conscience avec un grand C. Voilà, la conscience avec un grand C. Alors, comme je l'ai dit, par exemple, la méditation est intéressante de ce point de vue, et l'auto-hypnose aussi. C'est-à-dire, on ne peut pas être réceptif à la beauté de ce qui nous entoure, en fait, si nous sommes sous chimie, en quelque sorte. Enfin, on peut l'être, mais modérément, parce qu'on perd des choses. On ne peut pas non plus être conscient de la beauté de ce qui nous entoure si on est stressé, si on a du mal-être. Comment bien regarder un bébé ou un enfant qui nous sourit si on pense à son travail, si on pense aux soucis du travail, si on pense à la mésentente entre soi et puis un collègue ou avec des supérieurs ou des choses comme ça. Il faut insuffler en fait du bonheur, mais à tous les niveaux de notre société. Voilà. Et alors là, on va s'apercevoir d'une chose assez étrange, en fait, mais pour moi c'est une évidence, mais peut-être que pour certaines personnes ça va être une révélation, que en fait le bonheur, ça rend plus efficace. Et le bonheur, ça rend plus productif, etc. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille plus, on a du plaisir. C'est comme un peintre, lorsqu'il a atteint un certain âge, vous ne pouvez pas lui demander d'arrêter, il aime ce qu'il fait. Quoi. Si vous aimez votre travail, eh bien vous êtes content d'arriver, bon, vous êtes content aussi de repartir, parce qu'il y a la famille à retrouver, les enfants, etc. Mais vous êtes bien au travail, vous êtes bien en famille, vous êtes bien lorsque vous êtes en vacances. Combien de personnes, 8 jours avant de reprendre le travail, commencent à se faire du mouron à cause de la reprise de ce travail, alors qu'ils sont encore en vacances. Et donc, du coup, ils se gâchent quelques jours de vacances dont ils pourraient profiter pleinement. Apprendre à profiter pleinement de la vie. Voilà, notre cerveau, il sait faire ça aussi, il est très très bien équipé.
pour ça, et notamment avec une structure du cerveau qu'on appelle l'ATV, en fait, qui a des neurones qui produisent de la dopamine. Et quand vous produisez de la dopamine, vous êtes heureux. Et si vous avez des problèmes, parce que tout le monde en a, eh bien vous êtes plus équipé pour trouver des solutions. Alors ce qui est important, finalement, c'est pas le problème, c'est la solution. Mais quand on est noyé par des problèmes, on finit par ne plus rien voir. Un jardinier qui est envahi par les mauvaises herbes, peut-être qu'il se décourage et qu'il laisse tomber son jardin. Voilà. Ne laissez pas tomber votre esprit. Oui, c'est ça, cette réforme. C'est en réalité, il faut aussi donner un sens à la réalité différent du sens que l'on a aujourd'hui. Le filtre et notre perception du monde, quand quelqu'un n'est pas dans cette optique de bonheur, eh bien, il a une autre optique. Il voit avec des lunettes sombres. Il voit avec des lunettes sombres. Et c'est vrai que je parle souvent du bonheur en disant que le bonheur, pour moi, c'est la valeur des valeurs, c'est-à-dire que nous avons les uns ou les autres des choses qui sont importantes, hein, comme la liberté, la sécurité, la famille et plein d'autres choses encore, et que si au final tout ça est satisfait, si on est heureux en famille, si on est heureux au travail, si on est heureux, si on a de la liberté, si on est en sécurité, eh bien à ce moment-là on peut accéder au bonheur. En même temps, le bonheur, parfois, on peut le sacrifier pour quelque chose d'important. Et on voit bien qu'il y a des personnes qui vont sacrifier, par exemple, leur bonheur pour la justice, voilà, pour la liberté, pour des grandes notions comme ça. C'est presque un investissement qu'ils font pour le futur, voilà, pour l'avenir. Mais aujourd'hui, dans notre pays, voilà, je ne dis pas que tout est parfait, mais est-ce qu'il existe un endroit au monde où tout est parfait, mais il y a pas mal de choses qui vont assez bien, mais on n'y pense pas suffisamment. On regarde surtout ce qui ne va pas et on oublie ce qui va, un petit peu comme certaines personnes constatent que leur verre est en train de se vider, alors qu'il y a encore plein de choses dedans, et puis surtout qu'on peut le remplir. Voilà. C'est ça. Et donc, cette distorsion de la réalité nous fait perdre le bonheur qui peut-être... C'est un grand mot, ce bonheur, c'est peut-être en fait une accumulation de petits plaisirs aussi que l'on peut prendre avec soi et pour soi depuis le lever du lit jusqu'au coucher et qui va contribuer donc à ce bien-être général. Comme ça, on peut peut-être le définir de manière plus facile en se programmant et en s'autoprogrammant pour que chaque moment de la journée soit un petit moment de plaisir, même quand on est dans un travail difficile, astreignant, etc. Exactement. Le bonheur, c'est pas une grande chose. Oui. C'est plein de petites choses. Oui, c'est ça. C'est plein un sourire, un regard, un moment. Lorsque je suis avec Noémie, par exemple, ma femme, je suis heureux parce que je la regarde. Ça me fait plaisir, mais ça active plein de choses au niveau de mon cerveau, évidemment. Quand je suis avec mon bébé, Wendy, c'est la même chose. Et je profite de ces instants. Il ne faut pas les laisser passer comme ça, comme si on est dans un train et puis que les choses passent sans qu'on regarde par la fenêtre. Il faut regarder, profiter, et votre cerveau, à ce moment-là, va amplifier tout ce que vous ressentez. Et donc, comme tu l'as dit très juste, ça commence le matin, quand on se lève. Et le matin, je profite pleinement du début de la journée, puis je profite de la journée, et je pense aussi au repas. Donc du coup, je vais m'arrêter pendant quelques instants de travailler, et puis je vais pouvoir manger donc, avec ma femme. Et je pense aussi à la reprise où je vais retrouver mes stagiaires, et ainsi de suite. C'est-à-dire que, en fait, le bonheur, c'est tout le temps, en fait. Hein. Il faut le nourrir. Il faut le nourrir, c'est tout à fait ça. Comme on nourrit son corps, on doit nourrir son mental. Son mental. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens ne le savent pas le faire. Soit ils ont perdu l'habitude, soit ils ne l'ont jamais eu, parce qu'on les a cassés dès l'enfance. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, dès l'enfance, on nous met dans la tête des choses, des opinions en fait qui ne nous conviennent peut-être pas. Par exemple, on va nous dire que les choses sont difficiles, que telle chose n'est pas accessible pour nous, que le monde est ceci, que le monde est cela, etc. Et donc, du coup, on va programmer notre cerveau à refuser des choses. Et donc, surtout, il faut laisser les enfants rêver. C'est le monde des adultes, en fait, qui a perdu ce rêve. Il faut réveiller d'ailleurs l'enfant qui est en nous, l'enfant qui rêve. Voilà. Et les enfants, il faut leur apprendre à rêver, il faut leur apprendre que plein de choses sont possibles, à condition
d'en avoir envie, à condition de faire des choses, etc. C'est-à-dire que rien ne vient tout seul, en fait. Il y a des choses à faire. Et nous, ce que l'on a envie de dire avec l'hypnose, l'auto-hypnose et plein d'autres disciplines, c'est faites des choses pour vous-même. Voilà, faites des choses pour votre esprit. Envoyez-lui de beaux messages plutôt que de lui envoyer tous les messages négatifs. Si vous cherchez des limitations, vous en trouverez sans limite. Donc là, il s'agit de chercher des choses qui ouvrent et non pas des choses qui ferment. Absolument, ce sont de très belles paroles. Et on discutait tout à l'heure, Robert, puisqu'on parle des parents et des enfants, on discutait justement de mettre en place une formation pour parents, à apprendre à être de bons parents, pour former de bons enfants qui vont être des adultes épanouis et qui n'auront pas besoin d'aide psychologique ou hypnothérapique ou ce qu'on veut plus tard, parce qu'ils n'auront pas cet équilibre de cet amour de soi, cette estime de soi, et d'aborder le monde avec bonheur et envie, finalement, parce qu'on les a cassés pendant qu'ils étaient petits, à cause des parents qui, sans le faire exprès, n'avaient pas la pédagogie, parce qu'ils n'ont pas été formés pour. Oui, c'est vrai que si être parent c'était un métier, ce serait certainement le métier le plus difficile. Oui. Et en plus on l'apprend sur le tard en fait. Hein, et quand on a fait une erreur, c'est déjà trop tard. Ouais. Bon, maintenant, il faut savoir qu'il y a une chose qui peut combler tout ça. En fait, c'est l'amour. Voilà, on peut faire des erreurs s'il y a de l'amour en fait. Oui. Mais bon, alors maintenant, si on en a été privé de cet amour-là, ça se reconstruit. Je veux dire, le cerveau, ça n'est pas du marbre. Rien n'est figé, en fait. Rien n'est inscrit dans le marbre. Si vous regardez un cerveau, vous verrez, c'est de la matière vivante, une matière vivante qui peut s'informer. Et donc, peut-être que pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir des attentions, on appelle ça des marques d'attention positive, eh bien, aujourd'hui, ils peuvent aller les chercher, en fait, et faire des choses qui leur font plaisir. Moi, je parle assez souvent de ce que j'appelle la tyrannie du groupe, c'est-à-dire qu'est-ce que les parents ont voulu faire de moi, qu'est-ce que mes amis veulent faire de moi, et au final, tout le monde me donne des conseils parce que peut-être les gens ont une bonne intention au passage, il ne faut pas toujours penser à la mauvaise intention, ils ont une bonne intention, ils veulent des choses pour moi, mais au final, qu'est-ce que moi je veux? C'est ça, il faut se réapproprier notre cerveau, c'est-à-dire qu'il ne faut pas la laisser à la chimie, il ne faut pas non plus la laisser aux autres, il faut décider en fait ce qui est bien pour nous, le trouver. C'est pas si facile, c'est un vrai travail en fait de réflexion, d'analyse. Il ne faut pas partir dans ce que l'on fait trop souvent, c'est-à-dire une analyse négative de notre passé, voir tout ce qui n'a pas été, parce qu'il y a des choses qui n'ont peut-être pas fonctionné, etc. Mais dans ce cas-là, on ne fait que de regarder des choses négatives. Donc il faut regarder le présent, voilà, aimer le présent et croire en son avenir. Voilà. Et ne pas ressasser son enfance si elle n'a pas été heureuse. Et j'utilise même des mots positifs pour traduire des choses. J'aurais dit peut-être dû dire l'enfance malheureuse. Non. Si votre enfance n'a pas été heureuse, voilà, centrez-vous sur le présent, centrez-vous sur tous les bonheurs, sur tout ce que la vie peut vous amener. Et la vie est pleine de promesses, il y a encore plein de choses que nous pouvons réaliser pour pouvoir avoir plein de futurs présents. Merci beaucoup Robert Lassonneur d'avoir été avec nous à cette émission. Je remercie également Julien et Quentin à la technique. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois sur une émission avec des sujets variés, sur je prends ma vie en main grâce à l'hypnose. Vous pouvez également retrouver Robert sur France Hypnose Formation et également prendre rendez-vous avec moi sur Doctolib ou sur lèvehypnose.xyz. Merci beaucoup et à très bientôt.